À 3 heures du matin, le 1er février 1502, un cri perçant déchira les couloirs de pierre du château d'Este. Ce n'était ni un hurlement de peur ni de douleur, mais quelque chose de bien plus troublant. Les gardes baissèrent les yeux en silence tandis que diplomates et courtisans échangeaient des regards anxieux, conscients que ce qu'ils entendaient n'était pas une passion ordinaire, mais l'accomplissement du rituel le plus secret et dangereux du pouvoir en Europe de la Renaissance. Par ce petit matin glacial, alors que Ferrare dormait sous une lune rouge sang, un événement se déroula dans les chambres ducales, capable de bouleverser l'équilibre politique italien. Une action à la fois intime et stratégique, enfermée dans des documents officiels pendant près de 5 siècles. Lorsque ces papiers refirent surface, ils révélèrent comment une jeune femme de 22 ans transforma son corps en l'arme diplomatique la plus redoutable de son époque. Imaginez une chambre royale où chaque soupir et chaque allaitement est traité comme une monnaie d'échange, où la chair d'une femme devient un champ de bataille et où la consommation du mariage se vit non comme un acte romantique, mais comme une guerre rituelle pouvant renverser des dynasties et sceller des empires. Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas seulement la vérité sur une nuit de noces scandaleuse, mais la révélation d'un protocole politique si secret et si explicite sur le plan sexuel qu'il resta enfoui dans les archives européennes les plus confidentielles pendant des siècles. C'est ainsi que Lucrèce Borra, fille d'un pape veuve 2 fois par assassinat politique, passa de simple objet de désir à prédateur politique, et comment une nuit d'intimité calculée devint la pierre angulaire d'une dynastie, un événement murmuré à voix basse comme 3 mots portés par un chancelier royal, suffisant pour expliquer pourquoi cette femme, à la fois crainte et désirée, façonna le destin de l'Italie à jamais. Préparez-vous. Ce qui se passa avant l'aube bouleversera tout ce que vous pensiez savoir sur le sexe, le pouvoir et la politique à la Renaissance. L'année était 1502, à l'apogée de l'influence des Borra. Rodrigo Borra, pape Alexandre VI, avait assuré le contrôle de l'Italie par des mariages transformant ses enfants en armes sur l'échiquier politique. Dans ce climat instable, Lucrèce n'était pas seulement une noble mariée, elle incarnait la diplomatie sexuelle elle-même. L'Italie était morcelée en puissances rivales où chaque union aristocratique fonctionnait comme un traité et chaque lit de mariage comme un champ de bataille. Les duchés de Ferrare, Milan, Naples et les États pontificaux reposaient sur des alliances fragiles scellées entre draps de soie. Le mariage ici n'était pas question d'amour, mais de survie. Pour la famille Este de Ferrare, l'enjeu était la vie ou la mort. Le duc régnant Eoel avait mis l'avenir de sa dynastie en jeu avec cette alliance avec les Borra. Son fils et héritier, Alfonso d'Este, deviendrait l'instrument vivant de ce pari. Les négociations, conclues le 30 décembre 1501, révélaient à quel point ce mariage était transactionnel. La dot de Lucrèce atteignait 100 000 ducats d'or, suffisant pour financer des villes entières pendant 1 an. Mais le véritable prix se mesurerait non en or, mais dans la chair, lors de la nuit de noces. Les archives montrent que des protocoles secrets existaient pour garantir les unions aristocratiques. La consommation n'était jamais simplement privée. Elle exigeait témoins officiels et validation, car la légitimité de toute une dynastie en dépendait. La première nuit devenait une performance quasi publique, où le résultat au lit décidait du destin des nations. La date choisie, le 2 février, n'était pas un hasard. C'était la fête de la purification de la Vierge, un jour sacré catholique. En alignant le lit nuptial avec un rituel sacré, Borra et Este fusionnaient le divin et le charnel, transformant cette consommation en un rituel de sanctification dynastique. Lucrèce entra à Ferrare, portant le poids de 2 mariages désastreux. À 22 ans, sa beauté, qualifiée de rare et lumineuse par le poète Pietro Benbow, n'était égalée que par sa réputation sanglante. Son premier mari, Giovanni Forze, avait fui après des accusations d'impuissance, le second, Alfonso d'Aragon, avait été étranglé au Vatican, victime d'intrigues papales. Cette mariée n'était pas une innocente. Survivante, elle maîtrisait intelligence, sensualité et l'art dangereux de transformer faiblesse en force. Son nouvel époux, Alfonso d'Este, 25 ans, était soldat, ingénieur et homme capable de forger lui-même ses canons. Contrairement aux courtisans faibles d'autres cours italiennes, Alfonso rayonnait de puissance sans avoir besoin de la prouver, jouait de la musique avec élégance, concevait l'artillerie avec précision et incarnait à la fois la force et la maîtrise. La puissance d'un guerrier se mêlait à l'élégance d'un prince de la Renaissance. La rencontre explosive entre Lucrèce, armée de séduction, et Alfonso, incarnation brute du pouvoir pragmatique, allait bouleverser tous les calculs politiques. Leur première entrevue à Bandevoglio, le 3 janvier, avait déjà allumé une étincelle inattendue, transformant ce qui devait être un rituel en une passion réelle, imprévisible et dangereuse. En février, Ferrare s'embrasait.
Le cortège triomphal introduisant Lucrèce dans la ville ressemblait à un prélude, tandis qu'en secret, des espions, scribes et même le chancelier d'Isabella d'Este étaient postés pour noter le moindre détail, transformant chaque geste en preuve politique. La date elle-même, coïncidant avec la purification de la Vierge, mêlait sacré et profane, chaque rituel préparant la consommation en certificat dynastique. Dans les appartements royaux, les rideaux de velours écarlate, les candélabres d'argent et les tapisseries flamandes créaient une scène où l'intimité se confondait avec le théâtre politique. Alfonso et Lucrèce connaissaient leur rôle. La passion éveillée à Benavodio devait être à la fois vécue et documentée, chaque acte devenant un outil contre l'impotence, le scandale ou l'annulation. Les 3 consummations, observées et consignées, transformèrent un test périlleux en triomphe, prouvant l'endurance, la ruse et la résilience des deux. Cette nuit de février 1502 ne fut pas seulement un acte d'amour mais un tournant politique. Les alliances se scellaient, la légitimité se garantissait, et la cour de Ferrare comprit que la sexualité, utilisée stratégiquement, pouvait devenir une arme de pouvoir. Lucrèce n'était plus une simple outsider, Alfonso n'était plus qu'un soldat. Ils étaient les architectes d'une nouvelle réalité politique, leur union devenant un tremblement de terre pour leurs rivaux, notamment Isabella d'Este, dont la suprématie fut désormais défiée par une force inattendue. Alors que d'autres héritiers nobles avaient faibli, humiliés par des annulations ou des murmures. D'incompétence, Alfonso triompha. Sa réputation de véritable successeur de Ferrara n'était plus une question mais un fait. Mais tout le monde ne s'en réjouissait pas. Isabella d'Este, jusque-là étoile incontestée de la cour, se retrouvait face à une rivale redoutable. Le succès de Lucrezia l'avait transformée en force. La rivalité entre les deux femmes, déjà tendue depuis leur première rencontre à Malalbero, explosa en une guerre silencieuse faite de gestes subtils, de rumeurs chuchotées et de luttes discrètes pour l'influence, destinée à modeler la cour pendant des années. Cette alliance bouleversa également la géopolitique italienne. France, Espagne et duché rivaux durent reconnaître le bloc consolidé des Este. Mais la politique n'était pas le seul champ de bataille. Le 5 septembre 1502, Lucrezia donna naissance à une fille mort-née après des convulsions lors de l'accouchement. Les rumeurs éclatèrent aussitôt. L'enfant avait-elle été conçue la nuit de noces ou lors des rencontres secrètes avec Alfonso avant Ferrara? Les chroniqueurs scrutèrent la chronologie. La paternité n'était pas seulement personnelle, elle prouvait politiquement la légitimité. Lucrezia faillit elle-même succomber à la fièvre puerpérale. Sa survie fut perçue comme un signe de faveur divine et une preuve de sa force, confirmant qu'elle pouvait encore donner des héritiers. Mais l'épreuve la transforma. Faire face à la mort à la naissance renforça sa conviction que survivre demandait plus que beauté ou obéissance, cela exigeait stratégie. 1 an plus tard, elle entra dans une relation avec Francesco Gonzaga, époux de sa rivale Isabella d'Este, affaire motivée autant par passion que par calcul. En choisissant le mari de sa rivale, Lucrezia frappait l'orgueil d'Isabella tout en se garantissant une protection politique. Leur liaison, soigneusement cachée, eut un impact majeur. Les lettres découvertes des siècles plus tard révèlent émotion authentique et habileté politique. Elle ne manipulait pas seulement Francesco, elle y trouvait un lien sincère tout en sécurisant sa position face à ses ennemis. Sa capacité à gérer cette liaison tout en préservant son mariage avec Alfonso démontra sa maîtrise de la diplomatie sexuelle. Pour Isabella, la révélation fut dévastatrice. Perdre l'influence à la cour était une chose, perdre l'attention de son mari au profit de Lucrezia en était une autre, plus personnelle et politique. La rivalité qui s'ensuivit entrait Ferrara pendant des décennies. Lucrezia, jadis simple victime des mariages dynastiques, se transforma en stratège, utilisant son corps, ses relations et son intelligence pour consolider le pouvoir familial. Chaque naissance légitime renforçait sa position. Elle n'était plus tolérée, elle devenait indispensable. L'évolution de Lucrezia est exemplaire. Elle transforma les vulnérabilités liées à son genre en outils de pouvoir, démontrant que stratégie et survie pouvaient coexister. Les archives de l'Europe révèlent de nombreux secrets similaires. Reines, duchesses et courtisanes manœuvraient la sexualité comme une arme, avec autant d'effets que la guerre ou la diplomatie. Ces systèmes de diplomatie intime ont remodelé des empires et continuent de fasciner par leur audace et leur ingéniosité. Les affaires de Lucrezia n'étaient pas de simples romances passagères. Elles devenaient des prolongements tactiques de la politique. Dans les cercles aristocratiques, les liaisons servaient de filets de sécurité, diversifiant le réseau de protection, tout comme les royaumes multipliaient leurs alliances. D'un côté, les héritiers légitimes renforçaient sa position sans contestation possible. Chaque naissance était une preuve vivante de la réussite des protocoles matrimoniaux et de sa capacité à assurer la continuité dynastique.
Elle n'était plus simplement acceptée, elle était devenue incontournable. Là où d'autres femmes auraient été brisées par les circonstances, Lucrezia transformait ses contraintes en levier de pouvoir, prouvant que la stratégie pouvait s'allier à la survie. Les archives du mariage du 2 février restent parmi les documents les plus révélateurs sur le fonctionnement réel de la diplomatie conjugale à la Renaissance. Dépouillés des robes de contes de fées et des vœux poétiques, ces dossiers dévoilent un calcul brut. Des unions forgées non pour l'amour mais pour le pouvoir, des consommations documentées pour éviter toute annulation, des protocoles sexuels conçus pour ancrer les alliances de manière irréfutable. Le modèle mis en place par les Bourgeards et les Estés se répandit rapidement. Documentation et consommation devinrent la formule des alliances solides et inébranlables. Même après leur mort, leurs descendants héritaient non seulement de terres, mais d'une méthodologie froide et précise où la chambre à coucher pesait autant que le champ de bataille. La transformation de Lucrezia, de simple mariée contrainte à négociatrice de pouvoir, reste l'un des exemples les plus marquants en Europe d'une femme prenant son destin en main dans un monde conçu pour l'écraser. Intelligence, courage et maîtrise des relations intimes pouvaient plier les règles d'un système censé être immuable. Mais son histoire n'est qu'un fragment du grand puzzle. Les archives secrètes européennes regorgent de récits similaires, des protocoles dissimulés, des stratégies trop scandaleuses pour être officiellement reconnues. Reines, duchesses et courtisanes utilisaient leur sexualité avec autant d'efficacité que la diplomatie ou la guerre. Certaines, comme Catherine de Médicis, contrôlèrent plusieurs rois français grâce à l'art de la séduction. Amberlin bouleversa l'unité catholique anglaise en jouant de la politique érotique, et Isabella de Castille assura l'unification de l'Espagne par une consommation soigneusement documentée, supervisée par 5 chanceliers officiels. Ces femmes n'étaient jamais passives. Elles étaient des joueuses redoutables, réécrivant les règles depuis l'intérieur de leur cage dorée. Ainsi, l'histoire de Lucrezia révèle combien les vérités interdites du passé peuvent surpasser les mythes aseptisés. Derrière les apparences, les chambres et les alliances intimes ont façonné des empires et influencé des générations. L'Europe de la Renaissance n'était pas seulement un terrain de bataille et de traités, c'était aussi un théâtre de stratégie intime où le pouvoir se jouait autant dans les cœurs que sur les cartes. Aujourd'hui encore, ces archives secrètes renferment des vérités fascinantes sur la manière dont la Renaissance a été façonnée par la combinaison subtile de pouvoir et d'intimité. Chaque alliance, chaque liaison, chaque correspondance conservée dans les coffres des familles aristocratiques racontait des histoires de stratégie et de survie. Les femmes qui ont su maîtriser ces règles, qu'il s'agisse de duchesses, de reines ou de courtisanes, ont prouvé que l'influence pouvait se jouer à plusieurs niveaux, politique, militaire et personnel. Elles ont montré que la séduction pouvait être une arme aussi efficace que l'épée ou la plume diplomatique, et que la résilience et l'intelligence étaient tout aussi cruciales que la naissance d'héritiers. Lucrezia, avec sa vision et sa capacité à combiner passion et calcul, demeure un exemple emblématique de cette maîtrise. Son histoire illustre parfaitement comment une femme pouvait transformer des contraintes imposées par la société en opportunités de pouvoir et de protection. La survie, pour elle, ne relevait pas de la chance, mais de la stratégie. Anticiper, planifier, exploiter les liens personnels et politiques pour créer un réseau quasiment indestructible. Les archives européennes recèlent encore de nombreux secrets de ce type. Des unions soigneusement orchestrées, des alliances sécurisées par des relations intimes, des stratégies qui ont modelé le destin de royaumes entiers. Ce monde invisible, souvent caché derrière des récits officiels aseptisés, révèle la réalité complexe et fascinante de la Renaissance. Derrière les fastes et les cérémonies, se jouaient des batailles de cœur et d'esprit, où chaque geste pouvait décider de la survie d'une famille ou du destin d'un empire. Ces récits démontrent que le pouvoir n'était jamais uniquement une question de titre ou de terre, mais qu'il pouvait être construit, consolidé et défendu grâce à l'intelligence, à la ruse et à la maîtrise des relations personnelles. Lucrezia et ses contemporaines ont prouvé que même dans un monde conçu pour limiter leurs possibilités, elles pouvaient façonner l'histoire selon leurs propres termes. Alors que d'autres héritiers nobles avaient faibli, humiliés par des annulations ou des murmures d'incompétence, Alfonso triompha. Sa réputation de véritable successeur de Ferrara n'était plus une question mais un fait. Mais tout le monde ne s'en réjouissait pas. Isabella d'Este, jusque-là étoile incontestée de la cour, se retrouvait face à une rivale redoutable. Le succès de Lucrezia l'avait transformée en force. La rivalité entre les deux femmes, déjà tendue depuis leur première rencontre à Malalbero, explosa en une guerre silencieuse faite de gestes subtils, de rumeurs chuchotées et de luttes discrètes pour l'influence, destinée à modeler la cour pendant des années. Cette alliance bouleversa également la géopolitique italienne. France, Espagne et duchés rivaux durent reconnaître le bloc consolidé des Estés. Mais la politique n'était pas le seul champ de bataille.
Le 5 septembre 1502, Lucrezia donna naissance à une fille mort-née après des convulsions lors de l'accouchement. Les rumeurs éclatèrent aussitôt. L'enfant avait-elle été conçu la nuit de noces ou lors des rencontres secrètes avec Alfonso avant Ferrara? Les chroniqueurs scrutèrent la chronologie. La paternité n'était pas seulement personnelle, elle prouvait politiquement la légitimité. Lucrezia faillit elle-même succomber à la fièvre puerpérale. Sa survie fut perçue comme un signe de faveur divine et une preuve de sa force, confirmant qu'elle pouvait encore donner des héritiers. Mais l'épreuve la transforma. Faire face à la mort à la naissance renforça sa conviction que survivre demandait plus que beauté ou obéissance, cela exigeait stratégie. 1 an plus tard, elle entra dans une relation avec Francesco Gonzaga, époux de sa rivale Isabella d'Este, affaire motivée autant par passion que par calcul. En choisissant le mari de sa rivale, Lucrezia frappait l'orgueil d'Isabella tout en se garantissant une protection politique. Leur liaison, soigneusement cachée, eut un impact majeur. Les lettres découvertes des siècles plus tard révèlent émotion authentique et habileté politique. Elle ne manipulait pas seulement Francesco, elle y trouvait un lien sincère tout en sécurisant sa position face à ses ennemis. Sa capacité à gérer cette liaison tout en préservant son mariage avec Alfonso démontra sa maîtrise de la diplomatie sexuelle. Pour Isabella, la révélation fut dévastatrice. Perdre l'influence à la cour était une chose, perdre l'attention de son mari au profit de Lucrezia en était une autre, plus personnelle et politique. La rivalité qui s'ensuivit entrait Ferrara pendant des décennies. Lucrezia, jadis simple victime des mariages dynastiques, se transforma en stratège, utilisant son corps, ses relations et son intelligence pour consolider le pouvoir familial. Chaque naissance légitime renforçait sa position sans contestation possible. Elle n'était plus tolérée, elle devenait indispensable. Là où d'autres femmes auraient été brisées par les circonstances, Lucrezia transformait ses contraintes en levier de pouvoir, prouvant que stratégie et survie pouvaient coexister. Les archives du mariage du 2 février restent parmi les documents les plus révélateurs sur le fonctionnement réel de la diplomatie conjugale à la Renaissance. Dépouillés des robes de contes de fées et des vœux poétiques, ces dossiers dévoilent un calcul brut. Union forgée non pour l'amour mais pour le pouvoir, consommation documentée pour éviter toute annulation, protocole sexuel conçu pour ancrer les alliances de manière irréfutable. Le modèle mis en place par les Bourgeards et les Este se répandit rapidement. Documentation et consommation devinrent la formule des alliances solides et inébranlables. Même après leur mort, leurs descendants héritaient non seulement de terres, mais d'une méthodologie froide et précise où la chambre à coucher pesait autant que le champ de bataille. La transformation de Lucrezia, de simple mariée contrainte à négociatrice de pouvoir, reste l'un des exemples les plus marquants en Europe d'une femme prenant son destin en main dans un monde conçu pour l'écraser. Intelligence, courage et maîtrise des relations intimes pouvaient plier les règles d'un système censé être immuable. Mais son histoire n'est qu'un fragment du grand puzzle. Les archives secrètes européennes regorgent de récits similaires. Protocoles dissimulés, stratégies trop scandaleuses pour être officiellement reconnues. Reines, duchesses et courtisanes utilisaient leur sexualité avec autant d'efficacité que la diplomatie ou la guerre. Certaines, comme Catherine de Médicis, contrôlèrent plusieurs rois français grâce à l'art de la séduction. Amberlin bouleversa l'unité catholique anglaise en jouant de la politique érotique, et Isabella de Castille assura l'unification de l'Espagne par une consommation soigneusement documentée, supervisée par 5 chanceliers officiels. Ces femmes n'étaient jamais passives. Elles étaient des joueuses redoutables, réécrivant les règles depuis l'intérieur de leur cage dorée. Aujourd'hui encore, ces archives secrètes renferment des vérités fascinantes sur la manière dont la Renaissance a été façonnée par la combinaison subtile de pouvoir et d'intimité. Chaque alliance, chaque liaison, chaque correspondance conservée dans les coffres des familles aristocratiques racontait des histoires de stratégie et de survie. Les femmes qui ont su maîtriser ces règles, duchesses, reines ou courtisanes, ont prouvé que l'influence pouvait se jouer à plusieurs niveaux, politique, militaire et personnel. Elles ont montré que la séduction pouvait être une arme aussi efficace que l'épée ou la plume diplomatique, et que la résilience et l'intelligence étaient tout aussi cruciales que la naissance d'héritiers. Lucrezia, avec sa vision et sa capacité à combiner passion et calcul, demeure un exemple emblématique de cette maîtrise. Son histoire illustre parfaitement comment une femme pouvait transformer des contraintes imposées par la société en opportunités de pouvoir et de protection. La survie, pour elle, ne relevait pas de la chance, mais de la stratégie. Anticiper, planifier, exploiter les liens personnels et politiques pour créer un réseau quasiment indestructible. Les archives européennes recèlent encore de nombreux secrets de ce type. Unions orchestrées, alliances sécurisées par des relations intimes, stratégies qui ont modelé le destin de royaumes entiers.
Derrière les fastes et les cérémonies, se jouaient des batailles de cœur et d'esprit, où chaque geste pouvait décider de la survie d'une famille ou du destin d'un empire. Ces récits démontrent que le pouvoir n'était jamais uniquement une question de titre ou de terre, mais qu'il pouvait être construit, consolidé et défendu grâce à l'intelligence, à la ruse et à la maîtrise des relations personnelles. Lucrezia et ses contemporaines ont prouvé que même dans un monde conçu pour limiter leurs possibilités, elles pouvaient façonner l'histoire selon leurs propres termes.